Bonjour et bienvenue dans cette visioconférence exceptionnelle organisée par la FNME-CGT. Cette visioconférence qui se déroule en période de crise sanitaire, comme tout le monde le sait. Néanmoins, il nous a semblé essentiel d'apporter un certain nombre d'éclairages auprès des journalistes et au-delà, bien évidemment, sur plusieurs sujets qui nous tiennent à cœur. Alors d'abord, je tiens à remercier la présence de Julien Lambert, de notre fédération CGT Mines Énergie, qui est en responsabilité sur le collectif Avenir Industriel. Je remercie aussi en back-office Jean qui s'occupe de la réception de vos questions en direct par messagerie à l'adresse contact@energie-servicepublic.com et aussi toute l'équipe de Comtom qui nous permet de réaliser cet événement en direct avec vous de l'autre côté des écrans. Cette conférence de presse, elle a 3 sujets d'importance pour nous. Le premier sujet, c'est la question de l'avenir des entreprises de l'énergie historique que sont anciennement EDF et GDF, aujourd'hui dans la tourmente avec l'éclatement prévu, vous le savez, du groupe EDF avec le projet Hercule, mais aussi l'éclatement annoncé du groupe Engie avec la vente d'une grosse partie de ses actifs internes, mais aussi la fin du thermique à flamme et l'annonce du PSE sur Gazelle Énergie notamment. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est on vous propose de vous présenter assez rapidement le renouveau du service public et le programme progressiste de l'énergie réalisé par la FNME-CGT qui donne une autre vision d'avenir que celle en place actuellement sur l'avenir énergétique en France. Et le troisième point qu'on veut aborder avec vous, c'est la question de l'équilibre production-consommation avec des annonces pour cet hiver très compliquées sur l'équilibre production-consommation d'électricité et des risques de coupure en cas de vague de froid qui pourrait se prolonger. Donc tout d'abord, rentrons dans le vif du sujet sur la question de l'avenir des groupes énergétiques. Comme vous le savez, comme vous l'avez vu régulièrement ces derniers mois, suite à un certain nombre d'annonces, les 2 grands groupes aujourd'hui, que sont Engie et EDF, ont décidé de se transformer complètement. Alors d'un côté, on cherche de l'argent, de la finance, et de l'autre, on cherche plutôt à se séparer d'un grand nombre d'actifs pour renforcer les questions capitalistiques. C'est le cas notamment de l'évolution, par exemple, du groupe EDF. Le groupe EDF, quand on regarde sur le panneau qui est ici, on voit qu'aujourd'hui, il est organisé avec une maison mère et puis des filiales en dessous. Ces filiales, elles sont constituées depuis la loi de 2004, avec tout ce qui est régulé, c'est-à-dire la partie distribution d'électricité, Enedis, PUI, c'est la production extra-insulaire, mais aussi le RTE, Réseau de transport d'électricité. Ça, c'est la loi qui l'a imposé. À côté de ça, on a un certain nombre de filiales qui sont des acquisitions ou des constructions faites par EDF depuis maintenant un grand nombre d'années, et notamment depuis l'accélération de la déréglementation du secteur au début des années 2000. Donc ça, c'est le schéma d'aujourd'hui, qui est un schéma qui est déjà beaucoup plus compliqué que le schéma qu'on pouvait connaître avant le début des années 2000, où il n'y avait que EDF et GDF dans le paysage sur l'électricité de gaz en France. Ce qui est projeté par EDF rapidement, c'est de passer à une scission interne d'un certain nombre d'activités centrales dans EDF. C'est de garder sous une entité qui s'appellerait Bleu toute la production d'ordre nucléaire et la production aussi d'ordre hydraulique, même si là une filiale pourrait être constituée, et à côté de créer un EDF vert où on mettrait quasiment l'intégralité dedans. Pourquoi? Pour ouvrir le capital de cet EDF vert et pour, derrière, dégager un certain nombre de moyens capitalistiques qui remonteraient à la maison mère. Donc voilà, là, quand on regarde ce nouveau schéma, on voit très bien que la complexification du système s'accélère une nouvelle fois et que pour le Kidam, je vais le dire comme ça, pour la population, ça va devenir encore plus incompréhensible que ce que ça n'est aujourd'hui. Alors ça, c'est le premier élément, mais le deuxième élément, c'est qu'on s'éloigne une nouvelle fois de plus en plus de ce qu'est l'origine du service public et de la constitution des entreprises publiques à l'époque, qui étaient EDF-GDF, pour répondre aux besoins de la nation sur les questions d'électricité et de gaz. Et quand on prend aujourd'hui la situation d'Engie, aujourd'hui, il y a 5 gros secteurs qui sont existants dans le groupe Engie. La partie ex-Gaz de France, qu'on voit là sur la gauche du tableau. La partie aujourd'hui qui s'appelle Engie Green, qui est la partie renouvelable dans la période. Et à côté, la partie Suez, qui vient d'être vendue
vous le savez, avec un peu de manière rocambolesque dans les derniers mois, et puis toute la partie service qui est aujourd'hui, et la production électrique en Europe, qui sont aujourd'hui des objectifs de vente posés par la direction d'Engie dans les mois et années à venir. Au final, on va se retrouver avec un Engie qui ne supportera plus que la partie ex-Gaz de France et puis énergie renouvelable. Cette situation, elle est très inquiétante vis-à-vis du groupe Engie pour la simple et bonne raison qu'on va se retrouver dans une situation très dégradée, capitalistiquement parlant, pour Engie en termes de valorisation et que Engie, demain, sera opéable comme n'importe quelle entité. Et on peut se dire, et on a la crainte, nous, côté FNME CET, d'une disparition d'Engie et derrière, bien évidemment, tout ce que Engie porte sur ses missions de service public telles qu'elles sont aujourd'hui définies dans le cadre notamment des infrastructures gazières. Alors ça, c'est la première inquiétude forte sur la partie Engie. La deuxième inquiétude, bien évidemment, c'est la vente à la découpe d'Engie et les conséquences sociales que ça aura, bien évidemment, sur l'intégralité des salariés. On rappelle que côté service, c'est à peu près 70 000 salariés qui sont concernés à l'échelle internationale. Et côté Suez, c'est 90 000 salariés, dont 29 000 aujourd'hui en France. Donc on voit bien que là, il y a des grosses inquiétudes, à la fois sur le devenir de ce qu'est le groupe Engie, mais aussi sur, bien évidemment, l'avenir pour les salariés et pour les conditions sociales à terme. Donc ça, c'est les deux gros mastodontes aujourd'hui. Et le petit dernier qui était arrivé, qui s'appelle aujourd'hui Gazelle Énergie, ce groupe-là, il avait repris anciennement la SNET en France. C'était essentiellement de la production, axée sur la production thermique charbon. Or, vous savez que la loi de programmation pluriannuelle de l'énergie, ainsi que la loi de transition énergétique, impose à la France très rapidement de sortir de la production d'électricité à base charbon, même si nous dénonçons cet état de fait, parce que pour la FNME CET, ça ne représente même pas 1% des émissions de gaz à effet de serre en France, donc c'est peanuts, mais c'est qu'une symbolique politicienne que cette fermeture, qui va nous amener un certain nombre de problèmes, qu'on abordera d'ailleurs sur la troisième partie de cette conférence de presse, sur la question de l'équilibre production-consommation et le passage de l'hiver, parce que quand on ferme des centrales thermiques, aujourd'hui, on a moins de moyens pilotables sur le réseau pour pouvoir passer les pointes. Alors sur Gazelle Énergie, au-delà des fermetures, par contre, une lutte forte est en cours des salariés de Gazelle Énergie, notamment sur Gardanne, avec la proposition d'une évolution du site avec un vrai projet concret porté en partenariat avec le BERIM sur l'évolution du site et sur un avenir industriel différent en prenant en considération d'une part la production charbon, mais aussi d'autres activités à terme. Donc voilà la situation telle qu'elle se dresse aujourd'hui dans le paysage avec, vous l'aurez bien compris, une inquiétude croissante de la part des salariés. C'est ce qui entraîne aujourd'hui l'appel à mobilisation fort de l'ensemble des fédérations syndicales, des groupes EDF et Engie, et même de l'ensemble de la branche des industries électriques et gazières. Cette mobilisation, elle va se dérouler dans une journée de mobilisation et d'action le 26 novembre prochain à l'appel des 5 fédérations syndicales. Alors, à la fois un appel à mobilisation globale, mais aussi des appels particuliers dans chaque entreprise derrière en termes de mobilisation. Donc nous verrons les formes que prendront ces mobilisations. En période de confinement et de crise sanitaire, il est bien évident que les formes de mobilisation habituelles des salariés sont forcément limitées du fait de la crise sanitaire, mais on pense qu'ils seront assez imaginatifs pour oser un certain nombre d'événements et de mobilisations particulières durant cette journée et au-delà, parce que cette mobilisation elle ne s'arrêtera pas, bien évidemment, au 26 novembre. Il est temps pour nous, bien évidemment, de positionner un autre avenir, une autre manière de voir la sortie énergétique que par le prisme aujourd'hui de la finance et du capital, tel que c'est positionné par le gouvernement et par les dirigeants des grands groupes. Alors, c'est justement par rapport à ça, je me propose maintenant de passer la parole à Julien pour qu'il présente un peu ce qu'on appelle, nous, le renouveau du service public à la FNME CET et notamment notre programme progressiste de l'énergie. Merci Laurent. En tout cas, c'est vrai que cette campagne, le programme progressiste de l'énergie, découle de différentes campagnes qu'on a lancées en 2018. Alors, je rappellerai quelques-unes. On a commencé par les préconisations du service public, puis par la suite, on a sorti des journaux 100% publics pour aller vers les citoyens. Et on a aussi, par cette suite-là aussi, fait 2 films, donc Mabat sur l'énergie, Gaz et flouze à tous les étages, qui permettent aussi de démontrer l'évolution du secteur qui aujourd'hui ne répond pas
au service public et bien évidemment à la facturation des usagers. Alors, on a sorti le programme progressiste de l'énergie. Aujourd'hui, on lance le site énergie-servicepublic.com qui aussi est un élément de début. Et donc, bien évidemment, je profite de cette conférence pour justement proposer ce programme progressiste de l'énergie qui, justement, va articuler sur 4 points. Alors, 4 points qui, aujourd'hui, sont bien évidemment une sortie du marché pour un service public avec pour mission centrale la lutte contre le réchauffement climatique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde le bilan de l'ouverture à la concurrence, celle-ci est accablant. Accablant parce que, comme ça a été démontré par Laurent, bon, on voit des restructurations des entreprises, mais qui aujourd'hui, les salariés subissent ces transformations-là. L'usager, finalement, qu'est-ce qu'il voit, lui? Il voit une augmentation de son tarif d'électricité, plus de 50% d'augmentation depuis 10 ans, et ça, c'est l'INSEE qui le développe. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, le bilan à l'ouverture de la concurrence est accablant, que ce soit l'augmentation de la facture et la précarité énergétique. Sur la précarité énergétique, encore un exemple, on est passé en 2012 à 8 millions de précaires, à aujourd'hui à peu près 13 millions de précaires. C'est un signe fort qu'aujourd'hui, finalement, depuis les années 2000, où bien évidemment l'Europe a demandé l'ouverture à la concurrence, les lois qui ont été votées ont permis justement l'évolution et la transformation de ces entreprises-là, passant d'EPIC à société anonyme. Et on voit finalement que tout le monde se plaint parce que le service public s'est dégradé, la question de la facturation elle est en augmentation. Donc aujourd'hui, c'est un vrai sujet qui est face à nous. Donc, et en plus, quand on regarde les derniers éléments, on a une augmentation tarifaire qui était encore de 1,55%, tout tarif confondu, sur le tarif réglementé de vente. Ce n'est pas anodin parce qu'aujourd'hui, c'est aussi les logiques qui ont été mises en place sur le développement des énergies renouvelables. Alors certes, qui pourraient intégrer un mix énergétique bas carbone, mais qui aujourd'hui est supporté par les usagers et qui en plus vont payer une facture assez élevée, 121 milliards d'euros globalement, qui aujourd'hui pèsent depuis fin 2018. Alors, bien évidemment, un tarif unique qui est basé justement sur les besoins. Alors, quand on dit ça, et je le couple un peu avec une fiscalité de l'énergie plus juste, parce que depuis quelque temps, la fédération, elle porte des propositions justement pour faire en sorte que le prix soit baissé. Donc baissé parce qu'aujourd'hui, quand on prend aussi des éléments, alors je vais mettre un autre petit camembert qui est très parlant sur le coût. Quand on regarde une facture telle qu'elle est aujourd'hui décomposée, quand on regarde la consommation, finalement, on se rend compte qu'on a beaucoup de taxes. On est sur des empilements de taxes. Alors bien évidemment, il y a encore aussi des lois qui ont amplifié ce phénomène-là, donc avec la nouvelle organisation du marché de l'électricité. Mais pour autant, quand on regarde la TVA qui représente 15%, parce que la TVA, on parle de 5,5 sur l'abonnement, mais la TVA, elle s'applique aussi sur l'ensemble des taxes qui sont sur la facture énergétique. Tout comme la contribution de service public de l'énergie, alors qui aujourd'hui devait développer les énergies renouvelables, mais qui à ce jour, elle a été transférée dans d'autres taxes issues des produits pétroliers. Alors à ce jour, les usagers payent en gros 2 fois, une fois la taxe pétrolière et une fois aussi dans la contribution de service public de l'énergie. Et c'est pour ça que nous, on porte deux éléments. C'est baisser la TVA sur l'ensemble de la facture, voire même aller jusqu'à la gratuité, ce qui ferait quand même quelque part une économie de 160 € par an par foyer sur le coût. Donc c'est pas rien quand la facture moyenne est de 1 900 €, donc globalement sur une facture énergétique, surtout de l'électricité. Et quand on est sur le service public de l'énergie, donc on est, nous, sur l'efficacité énergétique, et de là, on propose qu'une partie de cette contribution de service public de l'énergie qui devait à la base financer les énergies renouvelables puisse aller dans l'efficacité énergétique, faire en sorte d'aller vers l'isolation, et donc aussi d'avoir dans le cadre de notre programme progressif de l'énergie, d'avoir un ancrage fort sur ces questions-là, pour éviter d'avoir certains qui aujourd'hui, pour 1 € symbolique pour les gens les plus précaires, profitent et abusent de certaines personnes, et qu'il y a un contrôle réel des travaux effectués pour que d'ailleurs ça se voit sur la facture à la fin. Donc bien évidemment, si je reviens sur ce que je disais, un tarif basé unique, c'est aussi, à travers cette question-là, toute la question de la péréquation tarifaire. À ce jour, avec bien évidemment l'intégration des énergies renouvelables, avec
Quand tu dis péréquation tarifaire, tu dis égalité de traitement pour tout le monde, Alors, c'est ça? bien évidemment, l'objectif, c'est que d'ailleurs, aujourd'hui, on ait cette notion de solidarité, d'équité dans tous les territoires et éviter d'avoir des déséquilibres dans les régions, parce qu'avec la loi de transition énergétique, avec justement le développement des énergies renouvelables, on peut se retrouver dans des territoires qui aujourd'hui veulent implanter beaucoup d'énergies renouvelables, parce qu'un exemple typique, on est à pratiquement 20% d'énergie renouvelable installée, alors intermittent, parce qu'aujourd'hui 20% sont hydrauliques, donc la plupart sont quand même maîtrisables, et la part du nucléaire, elle représente 46%. Quand je dis ça, ce n'est pas pour rien, parce qu'on peut avoir une production installée et avoir à côté de ça une production très minime par rapport à ce qui est aujourd'hui mis en place. Je prends l'exemple, à 19h, qui aujourd'hui, quand on a la nuit qui tombe, on a 10 terawatts de solaire qui ne sera pas disponible si demain le stockage d'énergie n'est pas développé. Mais ça renvoie aussi comment on planifie, on met la place d'un service public pour tous et pour toutes, pour que justement on ait une gestion de long terme, parce qu'aujourd'hui l'énergie, c'est un bien de nécessité, mais c'est aussi un bien rare, précieux, parce que d'ailleurs on voit bien que dans toutes nos installations qui aujourd'hui sont pilotables, la gestion de l'eau, elle a aussi toute son importance. Donc c'est pour ça que quand on dit une solidarité renforcée et un droit fondamental d'accès à l'énergie, ce n'est pas pour rien qu'on pose la question de la péréquation tarifaire, donc l'équité de traitement. On est aussi à dire stop aux coupures. Alors bien évidemment, la loi évite les coupures hivernales, et aujourd'hui, dans le cadre de la crise, on l'a prolongée. Mais nous, aujourd'hui, on veut que d'ailleurs cette loi-là, comme pour l'eau, elle soit tout le temps. Alors pour éviter que justement les gens soient en détresse, parce qu'aujourd'hui, l'électricité, on en a besoin tous les jours, mais comme le gaz aussi, on en a besoin. Donc c'est des éléments très très importants qui aujourd'hui on pose dans le cadre du programme progressiste de l'énergie. Donc bien évidemment par rapport à ce qui a été développé aujourd'hui, c'est vrai qu'on a besoin de revenir sur une filière électrique et une filière gaz structurée sous un format EPIC tel qu'on a pu connaître, sortir de cette logique de marché qui aujourd'hui est complètement néfaste. On a eu un audit fait par justement Bercy sur la question de service public. Eux-mêmes reconnaissent qu'aujourd'hui, il y a une augmentation du tarif et la qualité du service public, elle se dégrade. Même pour être plus loin dans le débat, la Fédération des concessions concédantes de réseau, qui aujourd'hui regroupe plusieurs collectivités, des syndicats départementaux d'électricité et de gaz, reconnaissent que d'ailleurs, aujourd'hui, il y a une perte de cette qualité, l'information qui est manquante, et puis ils ont une crainte, c'est justement cette péréquation tarifaire, et ils sont aussi inquiets à travers les transformations des entreprises qui ont lieu. Donc nous, à ce jour, notre programme progressiste de l'énergie, par ces 4 points-là, il permet justement de pouvoir répondre, avec bien évidemment une maîtrise publique à travers cette décentralisation qui aujourd'hui est un fait, donc il faut aussi prendre en compte ce mix énergétique. On a, dans notre programme progressiste de l'énergie, on veut développer à travers ça le réchauffement climatique avec un mix énergétique qui aujourd'hui est maîtrisé, donc maîtrise des énergies renouvelables, ainsi que des subventions, parce qu'il y a aussi nécessité de faire des filières industrielles, parce qu'aujourd'hui les filières industrielles ne sont pas toutes à la clé structurées, et ça c'est aussi un constat flagrant, même pour les territoires. On est bien évidemment sur le développement de l'hydraulique, qui est quelque chose où on a la gestion de l'eau et aussi la production pilotable de l'électricité. On est aussi sur la question de la filière nucléaire qui a toute son importance. Alors bien évidemment le renouvellement, mais aussi le démantèlement, le retraitement des déchets, qui sont des éléments très importants. Et on est à ce jour dans le sujet européen, qui est le captage de CO2, la transformation de CO2. Et ce n'est pas en fermant aujourd'hui 7% de notre parc de production qui est aujourd'hui pilotable, maîtrisable, qu'on va changer la face du monde sur ce sujet-là. Donc revenir sur des 2 épiques, filière électrique, filière gaz, elle a toute son importance par rapport à ça. Et je dirais que la filière gaz, on a un vrai enjeu dans les territoires, parce qu'aujourd'hui, la fabrication du gaz, elle va revenir, alors à travers justement la conversion du CO2 en gaz de méthane, mais aussi à travers la fabrication, à travers les déchets ménagers, les déchets agricoles, faire du biogaz. Et ça, c'est des éléments très importants aussi intégrés, mais on ne peut pas laisser à des intérêts privés. Nous, ce qu'on veut, c'est que d'ailleurs, ce soit une maîtrise publique sous la collectivité. Et c'est pour ça que le programme progressiste de l'énergie, il aborde autant la question d'une production centralisée que décentralisée, tout en gardant une maîtrise publique par rapport à ça. Et aujourd'hui, on renvoie aussi cette notion de responsabilité des territoires, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est flagrant, avec cette notion de statut des salariés, parce qu'à ce jour,
eh ben, on a aussi un empilement de conventions collectives. On a des gens qui aujourd'hui, il y a des gens précaires, donc stop à la précarité des salariés et des usagers aussi. Donc on est face à notre programme progressiste de l'énergie, quelque chose qui répond dans le futur sur les enjeux actuels et qui aujourd'hui est là pour contrer justement les transformations des entreprises, contrer justement les objectifs européens qui est ouverture à la concurrence des concessions hydrauliques, qui est justement à ouvrir le marché toujours et encore plus par rapport à ça. Donc sortir du marché parce qu'aujourd'hui c'est un intérêt général, la question de l'électricité et du gaz, ça a toute son importance et qu'aujourd'hui, si on prend la réalité de tous les jours, dans l'angle service public, je disais réponse de proximité, ce qu'on attache aussi dans l'attachement, dans l'efficacité énergétique ou même de la relation de la proximité, la réouverture des agences ou la réouverture des centres techniques pour réduire les temps d'intervention, c'est aussi des éléments clés par rapport à ça. Donc oui, on va rentrer en opposition par rapport des fois à des stratégies d'entreprise et qui aujourd'hui s'adaptent aux lois et que c'est pour ça qu'on veut reproposer ce programme progressiste de l'énergie dans un cadre politique, bien évidemment, qui d'ailleurs qui pourrait aboutir sur une proposition de loi à la clé pour justement changer tout ce système-là et faire en sorte que aujourd'hui on ait une maîtrise de la facture, que d'ailleurs la facture elle reflète vraiment les besoins et qu'on arrive à avoir justement une planification de notre production maîtrisée de long terme. Donc si je comprends bien, Julien, en fait, ce que propose la FNME-CGT, c'est le retour à une maîtrise publique par un nouveau service public derrière et après une organisation particulière, tu l'as dit, la création d'EPIC, d'entreprises publiques sur les filières industrielles que sont l'électricité et le gaz, pour maîtriser la chaîne complète de l'amont à l'aval, bien évidemment, du consommateur à la production ou à l'acheminement d'énergie primaire. Donc ça, c'est quand même important parce que pour le coup, ça vient contrarier les choix de déréglementation qui ont été faits pendant un paquet d'années, depuis le début, la fin des années 90, le début des années 2000, avec les directives de libéralisation du secteur de l'énergie. Ça nous paraît important, c'est un élément essentiel quand même. L'avenir du service public, il passe par la fin du marché à l'échelle de la France. Et ça veut dire qu'il faut que le gouvernement français prenne des dispositions concrètes pour sortir l'énergie du secteur marchand. Et en ça, on sait qu'il y a des capacités, comme par exemple les services d'intérêt économique généraux à l'échelle européenne qui permettent à un État de sortir une partie de son activité industrielle du marché pour dire que c'est un élément central et qu'il faut qu'il le maîtrise. Et là, pour le coup, notre programme progressiste de l'énergie, il se base sur cet élément factuel-là, sur du droit européen tel qu'il est existant aujourd'hui. Donc ce n'est pas quelque chose d'irréalisable dans le panélisme, c'est juste un choix politique. C'est un peu ce qu'on voulait exprimer dans le cadre de cette présentation ce matin autour du PPE. Merci Julien de ta présentation. Et s'il y a d'autres questions, j'y reviendrai par la suite. Alors moi, je vais rebondir un peu sur ce que tu as dit, parce qu'on a parlé un peu de volumétrie, etc., de production en France. Ce que tu disais, c'est qu'aujourd'hui, d'installer, on a 17 gigawatts d'installer. Alors, de gigawatts, c'est quoi? Pour que tout le monde comprenne bien, aujourd'hui, 1 gigawatt, c'est une tranche de centrale nucléaire, pour être clair, en termes de volumétrie. Donc, 17 gigawatts, c'est aujourd'hui ce qui est installé en termes de puissance éolienne. 10 gigawatts, c'est ce qui est installé en termes de puissance photovoltaïque. Sauf que l'éolien, ça tourne 25% du temps. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est des statistiques officielles. Et le photovoltaïque, on sait très bien que dès qu'il n'y a plus de soleil, donc la nuit, il n'y a pas de production qui sort, même si la recherche peut-être fera que demain, avec les rayons lunaires, on pourra produire de l'électricité. On n'y est pas aujourd'hui, donc factuellement, on se retrouve dans une situation où la nuit, ces énergies-là, elles ne nous aident pas beaucoup. Le jour où il n'y a pas de vent et où on est de nuit, effectivement, ça pose des problèmes. Et donc du coup, ce problème central-là, il nous amène à la question de l'équilibre entre la production et la consommation d'électricité. Vous le savez certainement, on est obligé en permanence d'équilibrer la production et la consommation d'électricité pour pouvoir justement assurer un service permanent d'alimentation électrique dans les foyers, dans les entreprises, etc., avec une qualité d'électricité qui permet aux outils, notamment aux outils numériques, d'être les plus performants possibles, aux outils industriels d'être les plus performants possibles. Or, ce qui se passe, c'est que depuis le début de la déréglementation du secteur de l'énergie, depuis le début des années 2000, on se retrouve face à un mur de non-investissement dans les outils de production dits pilotables. Alors, c'est quoi la différence entre le pilotable et le non pilotable? Le pilotable, c'est qu'on a des ressources qui sont des ressources souvent naturelles, la force de l'eau, les minerais comme le charbon aujourd'hui, les minerais comme l'uranium qui peuvent, par la réaction de fission, faire de la chaleur et puis faire tourner après des alternateurs.
Ces énergies-là, elles permettent de piloter la production et donc de mettre de la production sur le réseau quand on le désire et quand on le souhaite. À la différence des énergies qui sont non pilotables, ces énergies-là, c'est celles solaires, c'est celles du vent, etc., qu'on ne maîtrise pas et qui amènent de la production d'électricité en fonction d'éléments non maîtrisables. Et donc, il n'y a pas eu de production, ou très peu à la marge, sur de la production pilotable depuis le début des années 2000. Et on se retrouve aujourd'hui dans une situation en France où on est maintenant de plus en plus en déficit de production pilotable, de production maîtrisée par l'homme. Et c'est un vrai problème, parce qu'au fur et à mesure du temps, on ferme un certain nombre d'infrastructures. J'en ai parlé pour le charbon tout à l'heure. Nos infrastructures charbon de production d'électricité sont quasiment toutes fermées. On a commencé aussi à en parler un peu sur la question nucléaire. Vous savez que les 2 tranches fermées de Fessenheim, aujourd'hui, c'est quasiment 2 gigawatts en moins sur le réseau potentiel. Mais l'annonce de la loi transition énergétique et de la loi PPE, de fermeture de 12 autres réacteurs à l'avenir, va faire planer encore plus dans le temps un risque de baisse de la production pilotable en France. Et ça nous amène à un problème majeur, qui est le passage des pointes de consommation l'hiver. Vous savez que les principales pointes aujourd'hui de consommation l'hiver, elles sont entre 90 et 100 gigawatts, le record étant de 102 gigawatts en 2012. Le dernier pic, c'était plus de 90 gigawatts en 2018, donc c'est très récent, et que ces pics de consommation nécessitent d'avoir des moyens pilotables pour pouvoir passer la pointe. Sinon, le risque, c'est le décrochement et les coupures massives telles qu'on a pu les vivre de par le passé, soit à cause d'événements particuliers, soit parce que le réseau n'était pas forcément adapté. Et donc, dans ce contexte aujourd'hui, avec une baisse de la production pilotable existante, un besoin de maintenance accru aussi sur les centrales nucléaires, l'hiver 2020-2021 risque d'être plus que tendu. Et quand on le dit, ce n'est pas que la FNMECT qui le dit, c'est diverses études, c'est une alerte posée par le réseau de transport d'électricité qui aujourd'hui apparaît comme étant le garant national de l'équilibre production-consommation sur les questions d'électricité, peut-être à notre goût côté FNME un peu trop, il faudrait peut-être qu'on écoute d'autres voix que uniquement celle du RTE dans la période, mais aussi un certain nombre d'analystes autres extérieurs qui ont interpellé aussi des médias qui ont fait paraître un certain nombre d'articles dans la dernière période qui alertent sur ce problème-là. Alors, ce problème-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on est dans une année, ça c'est l'analyse de la FNME-CGT, dans une année de type normal, un hiver normal, je ne dis pas un hiver exceptionnel, mais un hiver normal avec une vague de froid de quelques jours, on peut se retrouver sur des délestages au niveau de l'électricité en France. Alors, pour expliquer un peu ça plus concrètement, quand on prend ce schéma, alors il est un peu à distance, je suis désolé, mais ce schéma, ce n'est pas nous qui l'avons construit, c'est le réseau de transport d'électricité. Et en fait, quand on voit la courbe, c'est la courbe de la marge officielle sur l'équilibre production-consommation. Et on se rend compte que dès 2021-2022, elle plonge pour être déficitaire sur les années à venir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le RTE dit on n'a plus de marge pour les années à venir sur l'équilibre production-consommation. Mais ça, c'était vrai sur les études précédentes, sauf qu'à cette année, il faut surajouter un grand nombre de réacteurs de centrales nucléaires qui sont en maintenance cette année. Ce qui veut dire qu'en fait, la courbe déjà de cette année, elle est plutôt à cet endroit-là qu'au-dessus de la courbe de zéro. Donc ça, c'est le premier élément qui nous fait dire que si on a un hiver normal avec une période de froid normal, on risque de se retrouver dans une situation plus que compliquée pour l'hiver 2020-2021. Et pour les suivants, bien au contraire. Alors souvent, on nous dit, oui, mais on va jouer plus sur les importations d'électricité aux frontières. On a développé les interconnexions, c'est-à-dire les lignes qui relient la France aux autres États européens. Or, en fait, la réalité, c'est que quand on prend, par exemple, le dernier pic de consommation en France, en 2018, la capacité maximale d'importation, elle n'a été que de 10 gigawatts sur 94 gigawatts de consommés en France. Et là, on était très juste. De mémoire, la marge était très faible, elle était de moins d'1 gigawatt en France à ce moment-là. Or, pour RTE, la capacité maximale d'importation aujourd'hui, en 2020-2021, elle n'est que de 11 gigawatts. Donc on voit bien qu'on risque d'être dans une situation d'importation limitée. Alors, quand on cumule importation limitée, baisse de la volumétrie de la production nucléaire potentielle suite aux maintenances, fermeture des centrales thermiques charbon,
on peut s'interroger légitimement sur le passage de l'hiver, bien évidemment, et sur nos capacités à alimenter en permanence la population. Donc c'est vraiment cette interrogation-là que porte la FNME-CGT. On a lancé des expertises dans le CSEC d'EDF notamment, hein, et qui arrivent à la même conclusion que nous en disant, effectivement, le risque, il est fort pour cette année 2020-2021. Et ça, c'est un drame pour nous, c'est un drame pour le service public, parce que la raison d'être du service public, c'est la réponse aux besoins de la population 24 par 24. C'était la fibre telle qu'elle animait les travailleurs du secteur de l'énergie jusqu'à présent. Aujourd'hui, on se rend compte que la déréglementation et la financiarisation du secteur énergétique nous amènent dans des aberrations industrielles et que ceux qui vont en payer au-delà de la facture de ce que présentait Julien tout à l'heure, c'est une fois de plus la population qui risque d'être coupée d'alimentation électrique cet hiver. Donc pour la FNME-CGT, il y a urgence maintenant à revenir à un véritable service public de l'énergie, en mettant en œuvre notre programme progressiste de l'énergie, en réorganisant les filières industrielles, électriques et gazières, en créant des entités publiques, bien évidemment, qui viendraient porter cela et qui permettrait à la fois d'assurer la réponse aux besoins de la population, mais aussi de répondre aux enjeux climatiques tels qu'ils ont été exposés par Julien tout à l'heure. Il nous semble pertinent que ces sujets soient débattus. C'est pour ça qu'on a voulu vous présenter rapidement ces questions-là lors de cette visioconférence de presse. Je propose maintenant de vous passer la parole par les jeux des questions-réponses par mail qui ont pu être envoyées. Et je demande donc, je me retourne maintenant vers Jean. Jean, est-ce que tu as des premières questions qui sont revenues et auxquelles on peut essayer d'apporter des réponses? Oui, tout à fait. Nous avons deux questions de Romain Chiche-Portiche, qui est journaliste pour Green Univers, et qui voudrait savoir où en est le projet Hercule côté EDF et ce que pense la FNME-CGT de la revue stratégique d'Engie qui prévoit de se séparer d'à peu près 70 000 salariés. Alors, le projet Hercule, on l'a un peu abordé au démarrage. Vous savez qu'il avait été, entre guillemets, annoncé comme découlant de discussions avec les partenaires sociaux, se voulant être un débat pour arriver à une conclusion sur l'année 2020. Entre-temps, il y a eu un certain nombre d'événements qui sont tombés, notamment les événements de crise sanitaire. Hein, voilà. Ce qu'on sait sur le projet Hercule, c'est qu'il est loin d'être enterré. Au contraire, il continue à avancer en sous-marin, pour dire les choses comme cela, que des négociations se passent directement entre le gouvernement et Bruxelles et la direction d'EDF, notamment sur la question du devenir du nucléaire, sur la question du tarif de l'Arenh, tout un tas de sujets comme ça, qui permettraient de mettre en œuvre pour la direction d'EDF le projet Hercule. Par contre, les fédérations syndicales, dont la CGT, personne n'est associé à ces avancées-là, personne n'est consulté sur ces questions-là, personne n'est véritablement enfin, on va se retrouver devant le fait accompli très rapidement avec un projet Hercule qui va sortir des cartons du jour au lendemain avec une mise en œuvre très rapide, avec des discussions dans les institutions représentant de représentativité des personnels, vraisemblablement dans les mois qui viennent. Le projet Hercule, il continue à avancer, on continue à le combattre nous, et notre programme progressiste de l'énergie, c'est une manière de lutter contre le projet Hercule d'EDF, mais il est loin d'être enterré, bien au contraire. Et aujourd'hui, d'ailleurs, quand on regarde le découpage tel qu'il était présenté tout à l'heure sur l'avenir d'EDF, hein, de mémoire, ça doit être, je ne sais plus où est il était là-bas. Le découpage sur l'avenir d'EDF, on se rend compte qu'en fait, la seule volonté du groupe EDF, c'est d'aller chercher du pognon par l'ouverture de capital d'une grosse partie de ses activités. Et à partir du moment où on rentre dans ce système-là, eh ben on rentre dans un système d'une privatisation nouvelle de toute la partie verte, notamment du secteur énergétique en France. Donc Hercule continue parce qu'il y a des besoins financiers exposés par EDF. Ces besoins financiers, ils sont essentiellement assis sur quoi? Sur le fait que le changement de statut d'EDF d'entreprise publique industrielle et commerciale en 2004 à société anonyme nécessite des garanties dans le cadre des normes comptables internationales. Si EDF était encore aujourd'hui une entreprise publique à intérêt commercial, on ne serait pas soumis aux normes IFRS comptables internationales et donc on n'aurait pas les problèmes financiers qu'on peut avoir aujourd'hui. Après, pour ce qui relève de l'avenir de Suez, bien évidemment que la FNME-CGT, dans le cadre de la coordination CGT, parce que
la coordination au sein d'Engie, c'est plusieurs fédérations syndicales, bien évidemment. Il n'y a pas que l'énergie, il y a aussi la métallurgie, il y a aussi la construction, d'autres fédérations. Dans le cadre de la coordination Engie, la FNMECT, elle participe à dire que c'est un scandale. Premièrement, la vente de la partie Suez à Veolia, et deuxièmement, bien évidemment, la vente de toute la partie service qui va mettre entre des mains dont on ne sait pas aujourd'hui lesquelles elles sont, 70 000 salariés, comme ça a été indiqué, et ça va complètement démembrer le groupe Engie et sa structuration d'aujourd'hui telle qu'elle est constituée pour arriver au final à une vente à la découpe, une vente par appartement. C'est comme ça qu'on pourrait le comparer, etc., à terme. Et pour le coup, le gros risque qu'on a, c'est un démembrement complet du groupe et un rachat partie par d'autres. Et on le dit, l'analyse qu'on a côté FNMECT, c'est qu'aujourd'hui, il y a un autre groupe industriel de l'énergie qui attend, camouflé derrière, pour acheter un certain nombre d'activités qu'on connaît tous, qui s'appelle le groupe Total. On sait qu'aujourd'hui, il est en train d'entamer sa transition d'après-pétrole et que dans ce cadre-là, ça l'intéresserait forcément de récupérer un certain nombre d'actifs d'autres groupes industriels du secteur de l'énergie qui vont dans le sens de ce qu'ils ont projeté en termes d'investissement dans les énergies renouvelables ou dans les infrastructures énergétiques telles qu'elles sont constituées aujourd'hui en France. Jean ? Okay. Merci Laurent. Nous avons d'autres questions de Nathalie Carmeni de NVO qui voudrait savoir si la FNME-CGT est la seule à porter un tel projet. Est-ce que d'autres syndicats ont d'autres propositions et quelles seraient les convergences intersyndicales? Julien, je te propose de répondre à cette question. Je vais répondre parce qu'aujourd'hui, si on regarde le programme progressif de l'énergie, si c'est ce sujet-là, on est une des seules fédérations à poser ce sujet-là sur la table en ayant construit sur plusieurs années un vrai programme où, évidemment, on prend l'évolution du secteur, mais avec les lois européennes qui aujourd'hui ont tendance à être plutôt néfastes dans le cadre justement du secteur de l'énergie, et évidemment où, je redis, on revient sur des entreprises épiques par filière, parce que tu l'as bien présenté, le sujet il est quand même de fond. On voit des groupes qui aujourd'hui se réorganisent, ou aujourd'hui, alors évidemment c'est que sur du volet financier, c'est des choix très court-termistes pour répondre à une demande des actionnaires et loin de répondre aux intérêts des usagers par rapport aux enjeux énergétiques, sachant que c'est un sujet qui doit se planifier sur du long terme. Donc oui, on est un des seuls à travailler sur un projet de fond qui va quelque part sur un projet de loi, parce que et c'est là où on fait aussi une démarche auprès des élus, des maires, des députés, des sénateurs, donc ça par le biais de nos syndicats affiliés à la fédération. Après, bien évidemment, avec les autres fédérations, on a des convergences. Le projet Hercule, le combat, on arrive à trouver des convergences, et on a aussi des convergences à travers la lutte contre la scission d'Engie, mais aujourd'hui, concrètement, sur un programme dont la durée, il n'y a que notre fédération qui aujourd'hui a exposé, en tout cas, un projet qui s'inscrit dans le temps pour répondre autant sur les enjeux industriels, autant sur la place du service public, de l'intérêt général, et bien évidemment de sortir du marché par rapport à tel qu'on a développé durant la première partie, et aussi donc, par rapport à ce qui est évoqué. Bon, aujourd'hui, on est vraiment sur la question aujourd'hui, réduire la précarité énergétique telle qu'on connaît, faire en sorte que les deux groupes, deux filières se structurent pour justement aller sur la réponse sur l'électricité et le gaz, aller sur des investissements de long terme planifiés et donc de travailler une filière industrielle qui aujourd'hui est en mouroir parce qu'on est en dessous de 10% de l'industrie. Donc aujourd'hui, c'est un vrai sujet de fond et qui aujourd'hui, on ne peut pas laisser à la main de financiers. Jean, est-ce que tu as d'autres questions? Merci. Oui, nous avons d'autres questions. Nous avons Nabil Wakim du Monde qui nous pose deux questions. La première concerne le passage de la pointe cet hiver, qui nous demande comment faire face au passage de l'hiver si les craintes exprimées par la FNME se confirment et quels sont les leviers immédiats que la FNME-CGT prône. La deuxième, et les plus politiques, concerne la signature par Philippe Martinez avec Greenpeace d'un texte qui inclut l'opposition à la construction de nouveaux réacteurs et qui nous demande quelle est la position de la FNME-CGT. Alors d'abord, sur la question du passage de l'hiver, il est clair que pour la Fédération CGT, il nous semble opportun de libérer toutes les forces de production
en place. Alors quand on dit ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis quelque temps, les réserves qu'on a, elles sont affaiblies par rapport aux annonces de fermeture, etc. Donc ça veut dire qu'il faut absolument, pour les années qui viennent, faire un moratoire complet sur les fermetures de centrales de production d'électricité, et notamment celles thermiques à charbon. Il y a encore des capacités de relance, de remise en place, etc. pour passer l'hiver, et il faut qu'on les garde et qu'on s'en serve, et qu'on arrête avec le dogme aujourd'hui de dire comme c'est du charbon, ça pollue, donc il faut qu'on la ferme aujourd'hui. Effectivement, on sait que la production à base charbon, elle est plus émettrice de gaz à effet de serre que d'autres productions, c'est une évidence, sauf que la question qui se pose, c'est la réponse aux besoins de la population ou la question de la visée politique avec des ambitions qui sont louables sur la réduction des gaz à effet de serre à court et moyen terme, mais sauf qu'on a un réel problème de passage de l'hiver. Donc, il nous semble côté FNME, que la première réponse est de dire mobilisons toutes les forces de production pilotables qui sont encore existantes en France aujourd'hui. Donc ça, c'est le premier élément. Et c'est une demande en plus de la fédération CGT d'avoir un moratoire sur la fermeture des centrales charbon notamment. Pourquoi? Avant d'avoir trouvé un débouché industriel pour chacun de ces sites-là. Donc ça nous permettrait de gagner quelques années, voilà, et puis de voir comment est-ce qu'on peut relancer derrière les filières thermiques en émettant moins de gaz à effet de serre. Il y a par exemple sur le projet que je montrais tout à l'heure sur Gardanne, sur le projet sur Gardanne, il y a la captation et la séquestration du CO2 sorti de centrales. Donc c'est des éléments qui sont novateurs, mais aujourd'hui, dès qu'on dit charbon, on nous envoie une fin de non-recevoir parce qu'on dit le charbon ça pollue. Sauf que si on fait de la captation et de la séquestration du CO2, pour le coup, ben voilà, on n'émet plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, ou tout du moins on limite l'émission des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Il y a un paquet d'industriels à l'échelle internationale qui se lancent sur ce secteur-là, parce que pour le coup, quand on sait la volumétrie de la production d'électricité à l'échelle mondiale basée sur le charbon ou sur les hydrocarbures, forcément on ne pourra pas d'un claquement de doigts inverser la tendance. Donc il faut aussi passer par ces modèles industriels-là. Et nous, ce qu'on dit, c'est faisons un moratoire sur la fermeture des centrales et regardons ce qui est possible de faire à court et moyen terme derrière en termes d'évolution industrielle. Après, pour ce qui est de la question un peu plus polémique interne sur la relation entre la CGT et puis différentes ONG dans le cadre des derniers écrits, nous, ce qu'on dit côté FNME-CGT, c'est que bien évidemment qu'il faut qu'on travaille toutes les organisations potentielles à aller vers un monde qui soit dégagé de gaz à effet de serre, etc. On est bien d'accord que l'avenir de la planète, et on le voit dans le cadre de la crise sanitaire, elle passe par une lutte forte contre le réchauffement climatique. On est bien d'accord, sauf qu'on a quelques divergences internes de position sur par où on doit passer et quels sont les modes de production qu'on doit utiliser. Et il est clair qu'il y a des débats à la fois internes à la CGT, mais comme partout dans la société française aujourd'hui, sur quels sont les meilleurs choix sur la production d'électricité, en sachant qu'on oppose émissions de gaz à effet de serre, non-émissions de gaz à effet de serre, production nucléaire avec la question de la gestion des déchets, qui est un sujet qui est juste et légitime, mais on pense qu'aujourd'hui, côté FNME-CGT, c'est pour ça qu'on prône, et ça a été dit par Julien tout à l'heure, un renouvellement de la filière électronucléaire française, parce que c'est aujourd'hui la meilleure manière pour nous de faire de la production d'électricité qui n'émet pas ou très peu de gaz à effet de serre aujourd'hui en France et qui reste de la production pilotable, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui malheureusement de la plus grosse partie des nouvelles énergies renouvelables que sont l'éolien et le photovoltaïque, en sachant que les énergies renouvelables pilotables que sont l'eau, aujourd'hui on est quasiment à saturation sur le parc, sur nos fleuves et rivières aujourd'hui en France, et qu'on n'a pas de capacité extraordinairement élevée, même si côté FNME on sait qu'il nous reste 4, 5, 6 gigawatts potentiel de production supplémentaire, mais ce n'est pas ça qui va faire le delta par rapport aux besoins de la population de la nation. Julien, tu veux compléter? Je peux rajouter, parce que comme tu l'as bien développé, aujourd'hui, on se retrouve avec deux volets. Alors bien évidemment, les questions d'équilibre production-consommation, telles que tu l'as développé, et tu l'as rappelé, depuis 2015, on n'a pas arrêté de fermer des centrales pilotables. Alors bien évidemment, elles ne répondaient pas aujourd'hui. Elle répondait aux normes environnementales, parce que d'ailleurs, elles auraient pu aller plus loin. Donc c'était souvent des questions économiques, ce qui fait qu'au fur et à mesure, nos capacités pilotables ont réduit. Alors, dans la même période, il y a eu le développement de capacités d'énergie renouvelable, mais comme tu l'as bien exposé, c'est qu'aujourd'hui, dans cette production, elle est très peu, aujourd'hui, elle produit très peu. Et ce qui fait que finalement,
eh ben, les réserves commencent à se réduire naturellement. Les fermetures continuent, donc de Fessenheim, et qui aujourd'hui, ben, c'est quand même une grosse production comme centralisée, qui aujourd'hui va avoir des impacts. Et donc, de fait, eh ben, on se retrouve... Alors bien, certes, si on prend les chiffres, on pourrait dire, bon an, mal an, on a un nombre de puissances installées qui équivaut, sauf que non, parce qu'aujourd'hui, c'est là tout le débat qu'on a sur la maîtrise des intermittents avec le stockage d'énergie. Alors l'hydraulique, c'est la meilleure façon dans l'énergie renouvelable à maîtriser, mais aujourd'hui, les vrais sujets qui vont être demain, ça va être soit la transformation d'hydrogène, soit par des stockages de batteries, mais aujourd'hui, tant qu'on n'a pas ces systèmes-là qui aujourd'hui est intégré, on risque d'avoir de toute façon des lendemains difficiles, à part si, aujourd'hui, ils font des contrats d'effacement à tout va pour justement faire en sorte d'effacer ces pointes de consommation, mais qui est pour nous pas spécialement une réponse par rapport aux besoins de la nation, parce que ça, c'est un élément où si demain on remet une filière industrielle et qu'on développe l'industrie, eh ben, à tout au tard, on aura besoin de production énergétique pilotable pour justement répondre à l'ensemble de la besoin, que ce soit l'industrie et que ce soit les usagers. Donc ça, c'est un élément que je voulais rajouter aussi. D'ailleurs, sur les capacités d'effacement, parce que souvent on nous parle d'effacement, notamment côté RTE, sur les capacités mises à disposition, parce que quand on a besoin d'augmenter la production pour la consommation, il y a aussi la facilité, c'est de réduire la consommation. Alors soit on la réduit de manière arbitraire en disant tel secteur géographique, telle zone et tels industriels, on les supprime, soit on passe par des contrats justement d'effacement, mais l'effacement, pour bien comprendre aujourd'hui, les contrats d'effacement, c'est à peine 2% de l'équivalent de la consommation à la pointe. Donc ce n'est pas au niveau des besoins tels qu'ils sont exprimés aujourd'hui sur la question de l'équilibre production-consommation. Jean, tu as encore d'autres questions? Oui, nous avons plusieurs questions. Déjà, je voudrais préciser pour les journalistes qui viennent de nous écrire, qui se sont connectés en retard, qu'on leur redonnera les images sur YouTube et que donc certaines questions qu'ils posent ont fait partie de l'exposé du début, donc on leur répondra après hors connexion. Nous avons plusieurs questions. Nous avons de nouveau Nathalie Carmeni de NVO qui nous pose une question sur les barrages hydrauliques, qui voudrait savoir où en est la situation sur la volonté de privatisation des barrages et quel est l'avenir de l'hydraulique dans le mix énergétique. Alors sur ce sujet-là, vous savez qu'il y a une lutte qui est enclenchée depuis très longtemps par les travailleurs du secteur de la production hydroélectrique en France, qui a amené le blocage du processus de renouvellement des concessions hydroélectriques avec l'entrée du privé potentiel sur l'exploitation des barrages depuis maintenant plusieurs années. Et on est dans une situation où le gouvernement français il cherche une solution qui ne soit plus forcément une solution qui vienne mettre en concurrence les concessions, et qui soit plus une solution de sortie de l'hydraulique d'EDF en faisant une entité pleine et entière, ce qu'on appellerait une quasi-régie. Sauf que dans une quasi-régie, vous savez ce que c'est une régie, ça veut dire qu'il y aura potentiellement, y compris du privé, qui pourra rentrer dedans en tant qu'exploitant. Quand on prend aujourd'hui une régie en France, sur le modèle des régies, c'est 50% des collectivités locales et puis nationales, et le reste du privé qui rentre. Et en général, le privé qui rentre, c'est lui qui exploite. Donc on risque de se retrouver à terme dans ce mode de système-là, avec une seule entité nationale, certes, mais avec l'entrée du privé et potentiellement derrière. Donc pour l'instant, rien n'est ficelé. Ça fait partie des sujets qui sont en cours de discussion, sur lesquels le gouvernement et puis EDF réfléchissent. Nous, ce qu'on dit, c'est que sur l'hydroélectricité, il faut qu'on arrête maintenant. Et comme pour le reste, ce qu'on proposait tout à l'heure, c'est qu'il faut que la France, elle décrète un service d'intérêt économique général sur la question de l'eau et de la gestion de l'eau, et que dans ce cadre-là, la production hydroélectrique, elle soit nationalisée telle que le permet la loi européenne. Oui, parce que justement, comme tu l'évoques, il y a aussi les petites productions hydrauliques, comme la grosse. Donc aujourd'hui, il y a des renouvellements de concessions qui sont en train de se faire, notamment sur la Chem, parce que c'est une des entreprises qui exploite une concession hydraulique. Et donc ça fait partie des sujets où, évidemment, c'est posé de fond. Et la réponse qui est posée, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas se laisser ouvrir les concessions hydrauliques, sachant que, je le disais tout à l'heure, on est sur la gestion de l'eau et aussi de la production d'électricité. Et donc, on a deux domaines bien particuliers. Et aujourd'hui, la gestion de l'eau a une grande importance. Donc, on ne peut pas laisser dans la mainmise à certains de ce sujet-là qui, aujourd'hui, répond à différents besoins, que ce soit l'agriculture, le tourisme, la production, même, on va dire, industrielle. Donc, on voit bien que l'eau, aujourd'hui, c'est un élément important. Et donc là, on sent que dans le débat qu'il y a aujourd'hui,
qui est aujourd'hui politique, sur le coup, on voit bien que c'est un outil, bah, la quasi-régie ne répond pas totalement à tout ce qu'on est aujourd'hui posé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on revient toujours sur la question de fond, sur le service, bah, notre programme progressif de l'énergie, qui aujourd'hui, l'objectif, c'est d'avoir toutes les filières intégrées, au lieu d'avoir aujourd'hui que des filiales, parce qu'aujourd'hui, on sent bien qu'on a une déstructuration des groupes, et aujourd'hui, on a besoin d'intégrer tout le système et de sortir vraiment de système de marché, vraiment de marché qui aujourd'hui, qui sont néfastes à terme, de toute façon, pour l'intérêt général. Jean, encore une question? Oui, nous avons encore d'autres questions. Nous avons une question là qui est assez précise de Simon Prigent, qui est journaliste pour Contexte. C'est une question qui concerne la centrale de Cordemais. Monsieur Prigent souhaite savoir où en est le processus de conversion de la centrale et si, à notre connaissance, mais nous sommes la FNME CGT, est-ce que EDF compte demander un soutien public pour ce projet avec, par exemple, un tarif d'achat spécifique de cette électricité, par exemple? Oui, tu veux répondre? Je vais répondre à cette question comme ça sur le dossier de Cordemais, le projet Ecocombust qui est posé, parce que bien évidemment, dans le collectif que j'ai, on travaille toutes ces questions-là. Aujourd'hui, déjà, on a regardé les différents débouchés, parce qu'il fallait fabriquer justement le bloc classe B et de voir les différents débouchés, ce qui est déjà le cas, parce que le réseau de chaleur de Paris, c'est un des gros consommateurs pour justement faire en sorte d'avoir de l'énergie renouvelable. On est comme sur un dossier, au même titre que Gardanne, un dossier très politique, sur le coup, où d'un côté, on a besoin de nos capacités pilotables dans les années à venir. Aujourd'hui, il y a un projet qui était porté par la CGT à travers Ecocombust, où on attend des réponses, parce qu'à ce jour, bien évidemment, bah, l'entreprise, elle avance aussi au fur et à mesure, elle travaille avec différents partenaires industriels pour justement avoir des débouchés. Mais en tout cas, nous, ce qu'on souhaite, bah, depuis longtemps, c'est d'avoir une vraie réponse sur le site de Cordemais, où la CGT elle a porté le projet pour justement convertir en partie l'installation charbon pour justement alimenter la Bretagne, parce que c'est aussi un des endroits qui est aujourd'hui fragilisé, tant que le site de Flamanville n'est pas en service. Donc, nous, ce qu'on attend du gouvernement, c'est d'avoir aussi, au-delà de l'aspect technique, parce qu'on peut mettre l'aspect technique, mais il y a un aspect politique, il y a les élections présidentielles en 2023, et comme ça a été évoqué par Laurent, dans la loi énergie-climat, de toute façon, le gouvernement a fait le choix pour ce que ça représente, de se séparer du charbon, et qu'aujourd'hui, nous on dit aujourd'hui, il ne faut pas se débarrasser à tout prix d'une installation, il faut regarder l'effet et les efforts qui sont faits pour contribuer à la baisse sur les émissions de gaz à effet de serre, et aussi, ce qui est aussi sur le fond, il faut regarder le bilan de la déréglementation, parce que c'est ce qu'on demande depuis des années aussi à travers les préconisations du service public, et ça, je pense qu'il faut qu'on repose certaines questions. Mais aujourd'hui, on attend déjà de la part du gouvernement, au-delà de l'aspect technique, des réponses sur ce projet-là qui aujourd'hui est porté depuis maintenant 3 ans. Quoi. Sur le coup, ce n'est pas d'aujourd'hui. Ce projet-là, c'est encore aujourd'hui un point d'interrogation. C'est ça la réponse qu'on peut apporter, c'est-à-dire que techniquement, tout est posé sur la table, mais on attend des décisions officielles et fermes qui lancent véritablement le chantier, tant du gouvernement que d'EDF aussi, qui pour l'instant, lui, joue le fait de ne pas prendre les devants sur ce dossier-là, etc., et qui reste attentiste pour le coup. Jean, d'autres questions? Alors, par mail, nous n'avons plus de questions. 2-3 journalistes nous ont expliqué qu'ils ont eu des difficultés de connexion, d'autres sont arrivés un peu tard. Je me ferai juste le porte-parole d'une question récurrente qui est venue dans la préparation amont, dans les échanges avec les journalistes, qui concerne le statut de l'énergéticien, qui est porté par la FNME CGT. Sur les échanges que nous avons eus, c'était par rapport au poids du secteur de l'énergie en France. Quel était justement le positionnement de la FNME CGT sur ce statut, sur la sous-traitance, etc. Vas-y, Julien. Je vais intervenir parce que ça fait justement partie du programme progressif de l'énergie, parce que comme c'est une question qui est un peu récurrente, on le disait, aujourd'hui on a des groupes qui finalement ont évolué par rapport aux enjeux, donc enjeux énergétiques, enjeux climatiques, et on voit bien le développement d'énergies renouvelables, solaire, éolien et éolien offshore, parce qu'aujourd'hui c'est des filières qui aujourd'hui sont en voie de développement. Par contre, on se rend compte qu'à travers le développement de toutes ces énergies, ou aujourd'hui l'évolution de certains secteurs d'activité, qui était le déchet qui aujourd'hui est dans la valorisation énergétique, eh ben on voit qu'on a différentes conventions collectives qui aujourd'hui s'empilent. Je prends, et tu l'avais dit tout à l'heure, le groupe Total. Le groupe Total aujourd'hui, dans la branche gaz renouvelable Power, qui est aujourd'hui production d'électricité, ils empilent 7 conventions collectives différentes. Et aujourd'hui, bien évidemment, on peut avoir le plus bas comme le plus haut, mais il n'y a pas d'harmonisation sociale sur le coup.
Donc le statut de l'énergéticien, sur la base de toute façon d'aller vers le mieux-disant social, donc évidemment chaque convention collective a des atouts, la nôtre automatiquement, les industries gazières aussi, et c'est pour ça qu'on parle des IEG, parce qu'on est lié quand même à des missions de service public, et donc c'est pour ça qu'on est attaché à ces questions-là. Et donc le statut de l'énergéticien, il se pose pour justement faire en sorte d'harmoniser tous les salariés qui aujourd'hui travaillent, parce que comme ça a été évoqué, on a évidemment l'empilement des conventions collectives, mais aussi de la sous-traitance en exergue dans certaines entreprises qui ont dépassé 60% d'activité, et qui aujourd'hui, c'est des salariés qui travaillent pour la même chose, pour répondre à une mission de service public, produire de l'énergie, pour répondre aux besoins. Et donc, c'est pour ça qu'on pose le statut d'énergéticien. Alors, quand on parle d'harmonisation, bien évidemment, c'est l'harmonisation par le haut, il est clair. C'est pour ça que dans le statut d'énergéticien, ce qu'on pose techniquement, c'est de dire que l'ensemble des garanties collectives doivent être montées vers le haut pour que tout le monde soit au même niveau en termes de droits, etc., pour l'ensemble des travailleurs. C'est important parce qu'on se rend bien compte que l'interaction énergie-environnement est de plus en plus forte. C'est une réalité technique. Aujourd'hui, quand on fait du biogaz, c'est beaucoup d'agriculteurs qui le produisent, ou c'est la récupération des boues humaines dans les centres des stations d'épuration, etc. Donc il y a de plus en plus d'interactions qui se font jour entre environnement et énergie, et dans ce cadre-là, il est clair qu'il faudrait qu'on ait une réflexion sur la question du statut des travailleurs qui travaillent sur l'énergie et l'environnement, et on pense que c'est un vrai enjeu d'avenir pour l'ensemble de ces travailleurs, pour leurs conditions de travail, mais aussi pour pouvoir exercer leur mission dans les meilleures conditions possibles, parce que c'est ça l'intérêt d'un statut, c'est de pouvoir exercer ses missions sans derrière pouvoir être corrompu, etc. C'est ça l'objectif d'un statut, c'est que tout le monde puisse mener ses missions dans les meilleures et apporter une égalité de traitement à l'ensemble de la population. Donc je propose, si a priori il n'y a pas de nouvelles questions, de clore pour ce matin cette visioconférence de presse, en vous remerciant d'avoir participé, d'avoir posé vos questions bien évidemment, et on reste bien évidemment aussi à disposition pour compléter cette visioconférence par des échanges directs ou téléphoniques. Bien évidemment, vous avez nos coordonnées pour nous contacter. Merci bien et à une prochaine visioconférence.